Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous regarderons quelles sont les dynamiques du côté des institutionnels en matière de crypto-monnaie ou de blockchain dans la première partie de l'émission, dans l'écho des cryptos. Nous enchaînerons ensuite avec un enjeu patrimoine consacré au rapport de l'AMF et de l'ACPR sur les produits structurés. Nous en parlerons avec Guillaume Garabédian, responsable de la gestion conseillée et des produits structurés au sein de la financière Mescart, mais aussi avec François-Xavier Seur, président fondateur du cabinet Terrae Patrimoine. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, nous reviendrons sur les allocations à réaliser en matière de ses convictions, évidemment, dans un contexte d'incertitude sur les marchés financiers. Nous ferons le point avec Géraldine Métifeux, associée gérante et conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons faire un focus sur la tokenisation, sur ce qu'il se passe à l'heure actuelle en matière de finances traditionnelles qui adoptent progressivement des technologies liées aux crypto-monnaies et à la blockchain. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Salomé Tiblou-Galas. Bonjour Salomé Tiblou-Galas. Bonjour Nicolas. Vous êtes superviseur blockchain et crypto chez KPMG France. Alors on va parler de tokenisation, on va parler de la dynamique qu'il y a du côté des institutionnels dans un instant. Juste avant, peut-être un petit focus sur le marché investissement qui connaît un regain avant d'aller du côté des entreprises. Salomé Tiblou-Galas. Tout à fait. Donc, vous l'avez dit, on a une grosse reprise sur le marché des cryptoactifs qui est portée par deux grosses dynamiques. En effet, d'une part, il y a l'investissement et on va voir qu'en coulisses, il y a aussi l'infrastructure technologique qui est en train de redessiner petit à petit la finance et le paiement mondial. Sur l'investissement, rapidement, on a trois axes majeurs. On a un marché qui est complètement dominé par le Bitcoin qui fait 65% de la capitalisation. D'accord. Et à l'intérieur de ça, on a d'une part l'investissement des institutionnels. D'accord. Avec l'essor des ETF. Donc, pour rappel, les ETF, c'est des produits financiers traditionnels qui permettent notamment aux institutionnels d'investir de manière indirecte en crypto. Bien avec sûr. Des produits plus familiers. Et ça fonctionne bien. Et ça fonctionne très bien. Et la preuve en est que là, on a un gros regain sur le marché. On a eu un premier trimestre qui était assez calme. Et là, en témoigne l'IBIT, qui est l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock, qui avait été le premier accepté par le régulateur et qui enregistre des entrées nettes positives depuis mi-avril. Et c'est peut-être un bon thermomètre des conditions macroéconomiques. On le voit, il y a une reprise des marchés financiers et ça se ressent peut-être encore plus sur les marchés crypto. Deuxième point sur l'investissement, rapidement, c'est les entreprises qui ont de plus en plus des stratégies d'accumulation de Bitcoin. C'est ce qu'on appelle les Bitcoin Treasury Company. On a en tête du mouvement Stratégie, anciennement MicroStrategy, avec Michael Saylor qui soutient depuis des années vraiment une politique d'achat régulier de Bitcoin. Le chiffre marquant, c'est qu'aujourd'hui, ils détiennent 2,6% de l'offre des 21 millions de Bitcoin qui seront émis à terme. Donc c'est assez énorme. On a aussi Metaplanet en Asie qui fait des annonces régulièrement, ou encore en France, on a The Blockchain Group qui permet à ses investisseurs de s'exposer au Bitcoin avec un effet de levier et sans liquidation possible. Et dernier point sur l'investissement, c'est le grand public cette fois-ci. On a de plus en plus de banques aussi qui commencent à proposer des services, notamment du fait que la réglementation se structure. En Europe, on a MiCA qui est certes strict mais assez clair. Et du coup, pour des acteurs déjà régulés comme les banques, eh bien, c'est peut-être plus facile de se mettre en conformité. On a Boursobank qui propose aujourd'hui un ETP Bitcoin, Bunk qui s'est allié à Kraken pour proposer aussi des services à ses clients, ou encore Revolut qui a annoncé des chiffres assez faramineux, et notamment grâce aux services crypto. Alors après cette introduction donc sur le sujet investissement, un mot maintenant de ce qu'on appelle la tokenisation, Salomé Tiblou-Galas. C'est l'utilisation des technologies propres à la blockchain ou propres aux crypto-actifs dans des usages ou dans des infrastructures de finances traditionnelles. On a un nombre d'annonces assez impressionnant depuis quelques semaines sur le sujet. Qu'est-ce qui se passe? Décryptez-nous ça, Salomé Tiblou-Galas. Eh bien, c'est exactement ça. Donc, en coulisses de tout ça, on a vraiment l'infrastructure technologique, donc la blockchain, qui est en train d'accélérer et petit à petit de s'intégrer dans tous les pans de la finance et du paiement traditionnel. Vous l'avez dit, la tokenisation, c'est l'idée d'attribuer à n'importe quel actif financier les caractéristiques des cryptos, donc qui sont programmables, transparents, plus
auditables et surtout transférables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et donc les stablecoins, qui sont globalement de la monnaie tokenisée, représentent un très gros intérêt pour les géants du paiement. On l'a dit, transférables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui. Et donc tous quasiment investissent sur cette technologie, font des annonces. On a Visa, Bridge et Stripe qui proposent maintenant une API qui permet aux fintech d'émettre des cartes de paiement en stablecoin. Stripe qui a annoncé des comptes financiers en stablecoin. Mastercard qui accélère dans des partenariats avec les plateformes crypto. On a même Meta qui explore le fait d'intégrer des stablecoins à toutes ces plateformes. Et en termes de chiffres, ce qui est intéressant, c'est que les stablecoins ont dépassé les chiffres des réseaux Visa et Mastercard l'année dernière. D'accord. Et surtout, ils ont doublé en un an, là où peut-être Visa ou Mastercard ont déjà atteint leur rythme de croisière. Donc on peut s'attendre à... Donc avant même d'aller sur le sujet professionnel de la finance, les professionnels du paiement investissent massivement le stablecoin. Et alors la deuxième étape, c'est quand on gère des actifs financiers. Là pour le coup, la technologie blockchain semble intéresser les professionnels. Complètement. Là, donc, tout le monde s'intéresse à la tokenisation et peut-être le plus facile, c'est de tokeniser la monnaie et ensuite on va aller tokeniser d'autres actifs financiers. D'accord. Le deuxième pan de ça, c'est peut-être la tokenisation des fonds monétaires. Donc là aussi, on en parle énormément. La plupart des géants de la finance s'y intéressent. On a toujours BlackRock qui est en tête du mouvement avec son fonds Build. C'est 3 milliards aujourd'hui de dollars d'actifs sous gestion. Au global, c'est 7 milliards de dollars d'actifs sous gestion. On a Franklin Templeton, on a Spyco en Europe. On a des annonces tout le temps d'autres géants de la finance. On a Goldman Sachs qui viennent d'annoncer qu'ils veulent tokeniser des bons du Trésor américain. Et peut-être plus parlant encore comme citation, on a Larry Fink, qui est le PDG de BlackRock, qui est assez vocal ces derniers temps sur l'idée qu'à terme, tous les actifs financiers seront tokenisés. BlackRock qui était également en première ligne sur le sujet des ETF il y a quelques mois, qui du coup conserve sa stratégie et ses convictions sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on en déduit à l'heure actuelle, Salomé Tiblou-Galas ? On peut en déduire qu'on est quand même à un tournant assez majeur dans l'écosystème crypto. D'une part, on a l'investissement qui est porté par les institutionnels avec les ETF, on l'a dit, les entreprises, les banques qui proposent des services au grand public. Et de l'autre côté, en coulisses, on a la technologie qui est vraiment en train d'optimiser tous les pans de la finance, du paiement, et peut-être que ce sera l'objet d'une prochaine chronique, mais il y a aussi un gros sujet de souveraineté, de la capacité des régulateurs aussi, notamment en Europe, à accompagner cette transformation. Justement, très rapidement sur le sujet, là on a cité énormément d'exemples américains. Est-ce que tout cela a été rendu possible peut-être par un changement de politique aux États-Unis, ou c'est simplement la maturité du marché qui explique ça ? Il y a aussi un changement de politique. On l'a dit, même en Europe, le fait qu'on a un cadre qui soit clair aujourd'hui. Peut-être que pour les acteurs régulés, c'est plus simple de se positionner. Aux États-Unis aussi, par exemple, on a eu des levées des restrictions sur les banques nationales qui peuvent maintenant proposer sans autorisation du régulateur des services crypto. Donc on va voir aussi les initiatives fleurir là-dessus. Merci beaucoup Salomé Tiblou-Galas de nous avoir accompagnés donc dans l'écho des cryptos. Je rappelle que vous êtes superviseur blockchain et crypto chez KPMG France. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au rapport de l'AMF et de l'ACPR sur les produits structurés. Les produits structurés, ça fait plusieurs mois, voire même plusieurs années qu'on en entend beaucoup parler à destination des investisseurs particuliers, au point que l'ACPR et l'AMF se sont penchés sur le sujet. Comment interpréter ce rapport et surtout comment accompagner ses clients sur ce type de produits ou de problématiques. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. On a le plaisir d'accueillir tout d'abord François-Xavier Seur. Bonjour François-Xavier Seur. Bonjour Nicolas. Vous êtes président fondateur du cabinet Terra et Patrimoine, et à vos côtés, on a le plaisir d'accueillir également Guillaume Garabédian. Bonjour Guillaume Garabédian. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable de la gestion conseillée et des produits structurés au sein de la financière Mescart. Alors je vais aller assez vite sur le rapport pour vous laisser le temps de vous exprimer, mais la CPR et l'AMF ont rendu donc un premier rapport sur les produits structurés. Ils constatent que la commercialisation est dynamique, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, si je constate moi le nombre de fois où on m'en parle dans l'émission Smart Patrimoine. Des produits qui sont beaucoup commercialisés auprès de particuliers. Près de la moitié des produits commercialisés donc, sur la 2021-2023 visent cependant exclusivement une clientèle d'investisseurs particuliers avertis et non grand public. C'est peut-être là où on aura un sujet de discussion. Et des produits qui, dans l'ensemble, enregistrent une performance positive
dans un contexte de marché haussier. Peut-être que c'est là aussi où on aura une discussion ensemble. Et effectivement, la part de produits qui offrent une protection totale du capital à l'échéance, c'est important de le préciser, est en constante augmentation. Ça tombe bien, c'est ce dont on me parle le plus dans cette émission également. Je vais commencer avec vous, Guillaume Garabédian. Il y a peut-être d'autres choses qui vous ont marqué effectivement dans ce rapport. À la lecture, déjà, première question, quand on voit que l'AMF et la CPR se saisissent du sujet, que l'on voit que les produits sont de plus en plus proposés au grand public, qu'est-ce que vous, professionnels, experts des produits structurés, ça vous évoque ? Je comprends l'intérêt du grand public et des investisseurs pour ce type de produit. C'est vrai qu'ils ont un très bon track record, comme on dit. Les performances ont été très bonnes, comme le relève à juste titre le rapport. En revanche, je pense qu'il faut faire attention aux effets de mode et ne pas penser un peu rapidement que c'est la martingale. D'accord. Moi, j'adore les produits structurés, j'en vends depuis 20 ans. Mais je pense qu'il est important de rappeler aux investisseurs qu'il s'agit de produits complexes. D'accord. Complexes au sens de la réglementation. Ce que rappelle le rapport d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais au-delà même de l'aspect réglementaire, c'est en réalité beaucoup plus complexe à comprendre qu'il n'y paraît. D'accord. Donc parfois, certains distributeurs, je dis bien certains, pas tous, mais certains distributeurs mettent très facilement en avant les avantages qui sont faciles à comprendre, mais peut-être pas suffisamment les risques. Et c'est vrai que derrière une formule assez complexe, avec une documentation qui peut faire 10 pages, 20 pages. D'accord. Donc une documentation que tout le monde ne lit pas, si je comprends bien. Ne lit pas intégralement, en tout cas pas avec autant d'assiduité qui serait parfois nécessaire. Ça peut être l'occasion de louper certains inconvénients. D'accord. D'où l'importance pour notre régulateur d'être attentif, puisque effectivement ce sont des produits qui sont de plus en plus largement distribués. Et l'importance pour l'investisseur d'être, à mon sens, accompagné par des professionnels bienveillants qui vont les aider à construire un portefeuille stable et solide dans la durée. François-Xavier Seur, qu'est-ce que ça vous évoque ce rapport avant que Guillaume Garabédian nous donne les inconvénients dont il nous parlait ? Alors je trouve ça hyper important qu'on s'en saisisse parce qu'aujourd'hui le produit structuré c'est distribué très largement et c'est distribué à Madame Michu. C'est le souci. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, moi je croise des personnes qui ont des produits structurés dans leurs allocations. C'est des personnes âgées qui ont 85 ans et qui me disent, je sais pas, on me l'a conseillé, c'était bien, mais je n'ai absolument rien compris parce qu'un produit structuré c'est complexe. Alors, bien heureusement, tout le monde ne travaille pas de cette manière-là. Et il y a des personnes qui travaillent bien, qui font ça proprement, etc. Mais on le sait qu'aujourd'hui, il y a des mécaniques, donc c'est extrêmement complexe. Il y a généralement une obligation sous-jacente. Beaucoup de monde ne voit pas cette obligation sous-jacente, qui est généralement une obligation bancaire. Je peux vous dire que je fais un cours en Master 2 gestion de patrimoine à Bordeaux. J'ai réexpliqué aux élèves en Master 2 finance ce qu'était un produit structuré. Ils l'ont eux-mêmes réexpliqué derrière à des banquiers privés, là où ils bossent. D'accord, ok. C'est quand même hyper inquiétant. Et ils sont revenus m'en parler derrière. Donc, il y a aujourd'hui... Mais d'ailleurs, j'ai essayé de le résumer dans un format télévisuel rapide. C'est compliqué de l'expliquer en 2 minutes. En rendez-vous à un client, c'est bien le souci, ou à une personne âgée, surtout que généralement il n'y a pas qu'un produit structuré. Alors j'espère qu'il n'y a pas qu'un produit structuré, parce que malheureusement je vois passer les allocations où il n'y a que du produit structuré, donc ça c'est à éviter. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier dans tous les cas sur aucune classe d'actifs, c'est extrêmement important. Et il faut aller diversifier, il faut être pédagogue, il faut prendre le temps d'expliquer. Et c'est vrai que moi je fais partie des CGP qui ont à mon avis beaucoup moins de structurés que certains de mes confrères à cause de ça. Guillaume Garabédian, vous nous avez dit effectivement qu'il ne fallait pas oublier les inconvénients des produits structurés. L'idée n'est pas de faire une émission à charge sur les produits structurés. Vous êtes convaincu par les produits structurés, vous adorez ça, vous nous l'avez dit. J'investis moi-même. Vous investissez vous-même dans les produits structurés. Ma question, c'est quels sont les inconvénients dans... en fait, je vous pose cette question parce que j'entends beaucoup de gens me dire, maintenant qu'on a du capital garanti à l'échéance, les inconvénients, il n'y en a pas, sauf le risque du défaut de l'émetteur. Bon, quand on est sur une grande banque, généralement, on se dit que même s'il n'y a pas de risque zéro, c'est quand même limité. Quels sont les autres inconvénients qu'un investisseur averti doit avoir en tête ? Déjà, il faut comprendre que le gain potentiel sur un produit structuré, il est potentiel, il n'est pas garanti. Donc même quand on fait un produit structuré à capital garanti à l'échéance, on a aussi le risque qu'il faille attendre l'échéance pour récupérer uniquement sa mise de départ. Et il ne faut pas oublier le à l'échéance. Alors, c'est un autre point en effet. En cours de vie, on peut avoir une moins-value latente. Le produit va refléter à tout moment son espérance de gain à maturité ou au remboursement. Et donc, selon l'évolution des différents paramètres techniques de marché, votre produit, même s'il a un capital garanti à maturité, en cours de vie, il peut se retrouver en moins-value.
temporaire. Mais si on n'a pas l'horizon de placement adapté à la maturité maximale du produit, on peut se retrouver à un moment donné à avoir besoin de récupérer son argent. Et là, quand il faut vendre dans des conditions de marché pas favorables, quand ça se produit, Bien sûr. eh bien, ça peut entraîner des difficultés, même si le produit a une garantie de capital à maturité. Donc il faut regarder les contextes de marché, si je comprends bien. Il faut regarder toujours le contexte de marché. Le produit structuré peut être adapté à un contexte donné et inadapté à un autre. En D'accord. revanche, dans tous les contextes de marché, on peut trouver un produit qui sera adapté. Encore Mais- faut-il avoir le bon scénario. Donc un Et jouer produit structuré conçu pour des marchés haussiers ne fonctionnera pas forcément pour des marchés baissiers, même si on vous a expliqué que c'était du capital garanti à l'échéance, c'est ce qu'il faut comprendre? Exactement. D'accord. Si on a un placement qui dure 8 ans et qu'à l'issue des 8 ans, on a récupéré uniquement sa mise de départ, on ne pourra pas dire que ça a été un franc succès. François-Xavier Serre? Vous parliez du fait qu'en dessous, effectivement, il y avait un risque lié à une grande banque. Oui. Il y a 2 ans, on a quand même Crédit Suisse. J'y pensais en le disant, effectivement, oui. Crédit Suisse, il y avait énormément de produits structurés qu'on voyait passer sur Crédit Suisse. Je peux vous dire qu'il y a 2-3 investisseurs et 2-3 conseillers en gestion de patrimoine qui, je pense, n'ont pas bien dormi pendant quelques nuits parce que la question, c'est quelle obligation il y avait en dessous et allait-elle être remboursée ou pas. Et puis, on en a vu passer aussi quand même sur des banques qui ont été inquiétantes par moment. Moi, j'en ai vu beaucoup passer sur Deutsche Bank à un moment où on n'était pas non plus extrêmement serein sur Deutsche Bank. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Mais voilà, il y a des banques régionales, allemandes, italiennes, sur lesquelles on peut en voir passer, sur lesquelles, moi, je ne m'aventurerai pas. D'accord, donc Crédit Suisse, pour préciser, ça s'est quand même bien terminé. Ça, c'est bien. ça c'est bien terminé, effectivement. Mais si on remonte plus loin, Lehman Brothers, il y a des produits structurés qui avaient été émis par Lehman, Sûr. où là, ça s'est mal terminé. Donc, il faut plus de... Donc le risque de défaut de l'émetteur est un risque à prendre en compte aussi. Exactement. Complètement. Très Quel rarement que soit. exposé. Qui est, pardon? Très rarement exposé. Qui est très rarement exposé. Bon, bah, du coup, écoutez cette émission pour avoir effectivement tout cela en tête. Moi, j'aimerais. Alors, on va peut-être continuer avec vous, François-Xavier Serre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un produit structuré bien paramétré dans un contexte de marché donné peut très bien fonctionner, mais dans un contexte par exemple où on a eu des marchés haussiers depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et où aujourd'hui on se pose la question de savoir si c'est une pause ou une nouvelle dynamique qui se lance, peut-être effectivement qu'il faut être moins convaincu sans se poser de questions sur ce qu'on a créé il y a encore 6 mois. Je vais vous reprendre l'exemple de mes élèves. En Master 2, en fait, parce que je vois passer beaucoup d'allocations du coup de mes confrères. Et je vois énormément de produits structurés sur titre vif. Où on me dit, j'ai du Tesla, j'ai du LVMH, et puis après, j'ai des indices plus complexes, des choses comme ça. Donc, ils font une allocation. C'est bien qu'il y ait une allocation. C'est important qu'il y ait une allocation. Mais aujourd'hui, ce sont des conseillers, parfois jeunes, qui n'ont connu que des marchés haussiers. Parce que ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans depuis le Covid, en gros, qu'on a des marchés qui sont des marchés haussiers. Il est sûr qu'il faut avoir connu quelques marchés qui se retournent pour avoir connu des structurés qui, en valorisation, cotent à moins 40 dans les allocations. Si on n'a pas prévenu le client, parce que parfois le conseiller n'est pas informé, c'est bien le souci, qu'on peut avoir des... Mais c'est normal qu'un produit structuré cote à moins 40. Vous avez un produit structuré sur LVMH, sur Tesla, Tesla fait moins 30, moins 40, le structuré va suivre à peu près la même chose. C'est normal, mais il faut informer, il faut expliquer, il faut faire une allocation, il faut être prudent. Voilà. Guillaume Garabédian, c'est amusant ce que vous me disiez également avant l'émission. Beaucoup n'ont connu que des marchés haussiers. Vous avez connu des marchés baissiers. Oui. La situation peut parfois être un peu différente. Effectivement, quand les marchés ont été beaucoup plus difficiles et pendant une longue durée, comme au moment de la crise 2007, 8, 9, là, on a vu des produits structurés qui se comportaient mal. Aujourd'hui, on a, dans un passé récent, on a connu des phases de crise aiguës, par exemple le Covid, avec des baisses profondes des marchés d'actions qui sont souvent le sous-jacent de produits structurés. Sauf que on a eu des rebonds violents et rapides. Donc quand vous mettez 6 mois à baisser de 30%, mais que 6 mois plus tard, vous êtes remonté au niveau de départ, ça n'impacte pas de la même façon certains types de produits structurés. Donc c'est vrai que nous, chez Mascart, on a cet ADN qui consiste à essayer d'évaluer ce qui peut se passer de pire et prémunir nos clients contre ces scénarios qui ne sont pas du tout les plus fréquents. Fort heureusement, il y a quand même une énorme majorité de cas où les produits structurés servent à quelque chose et aident les clients à dynamiser leur portefeuille avec des risques maîtrisés. Mais il faut toujours regarder en tête que c'est pas parce que ça fait 10 ans que ça marche super bien ou 15 ans que ça marche super bien que ça marchera éternellement bien. Les bonnes recettes d'hier sont pas forcément les bonnes recettes de demain non plus. Donc il faut toujours travailler en prospective en fonction des anticipations plutôt qu'en regardant dans son rétroviseur en se disant ça fait 10 ans que ça marche bien. Un exercice de concision pour vous deux très rapidement. Guillaume Garabédian, quelle question à se poser quand on veut investir en produits structurés? Et même question pour François-Xavier Serre ensuite. Moi, je pense que le plus important, c'est de s'attacher à comprendre quelle est l'espérance de gain du produit structuré.
Trop d'investisseurs, selon nous, regardent le niveau du coupon potentiel, le niveau de la barrière de protection, mais en fait, c'est tout à fait insuffisant d'évaluer ces deux données. Par exemple, si vous avez un coupon potentiel de 10 ou 11%, mais très peu de chances de le toucher, c'est moins bien que d'avoir seulement 7% de coupon, mais énormément de chances de le toucher. Donc, il faut raisonner en espérance de gain, selon nous, et non pas en potentiel de gain. François-Xavier Seur, même question. Comprenez le couple rendement-risque. Si jamais vous avez un rendement, c'est qu'il y a un risque en face et comprenez la rémunération de chaque intermédiaire. Parce qu'il y a énormément aussi de rendement qui peut partir dans la rémunération. Donc il faut comprendre la rémunération de chaque acteur, il faut comprendre le risque associé, il faut comprendre l'indice, les barrières. Il faut prendre du temps, s'intéresser à ces investissements et c'est comme ça que vous éviterez les gros problèmes. Et je ne l'avais pas mentionné effectivement, mais le rapport de la CPR et de l'AMF mentionnait donc un rendement moyen autour de 6-7%, hors impact des frais, parce que même la CPR et l'AMF expliquent qu'il est compliqué de comprendre exactement quels sont les frais. Quand même le régulateur n'y arrive pas, c'est terrible. Merci Guillaume Garabédian, responsable de la gestion conseillère des produits structurés au sein de la financière Mescart. Merci également François-Xavier Seur, président fondateur du cabinet Terra et Patrimoine. Merci à tous les deux. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et nous finissons cette émission comme d'habitude avec l'œil de l'expert où nous allons nous demander aujourd'hui quelle allocation choisir, réfléchir dans le contexte actuel avec un peu plus d'incertitude aujourd'hui qu'on pouvait en avoir il y a encore quelques mois. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Géraldine Métifeux. Bonjour Géraldine Métifeux. Et bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes associée gérante conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Alors j'ai dit en introduction qu'on avait plus d'incertitude aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Est-ce que c'est vrai quand on est un professionnel de l'investissement? Oui, c'est ça. Non, c'est faux, Pas Nicolas, forcément. je comptais justement vous reprendre sur ce point. C'est en tout cas la perception qu'on a, mais c'est peut-être pas la réalité. Je crois qu'en fait, les gens, les observateurs, vous n'êtes pas trop initiés, étaient un peu bercés par la fin de l'année 2024. Vous souvenez-vous, l'élection de Donald Trump, on n'avait pas du tout le même regard en novembre ou en décembre que celui qu'on a eu en janvier brutalement. C'est-à-dire que fin de l'année 2024, on a un peu vendu l'Europe, la Chine, et puis on a acheté à fond les ballons. Oui, bien sûr. Tous les États-Unis. Vraiment, tous les États-Unis sont regardés vraiment, à mon avis, les valorisations, les raisons, etc., etc. Et puis, on a eu le premier trimestre 2025 qui a été vraiment le miroir des 2 derniers mois, on va dire, 2024, où à l'inverse, on a eu plutôt des flux entrants sur les marchés européens, plutôt trop sans doute, et plutôt un peu de la vente sur les marchés actions US. Donc au fond, on commençait l'année 2025 avec ce lot d'incertitudes en disant qu'on allait commencer le mandat de Donald Trump, la saison 2. Bien sûr. Qui avait manqué la saison 1, c'était déjà un peu comme ça à l'époque. C'est un peu plus brutal. Et on était habitué à ce lot de volatilité, c'est-à-dire au fond, on surréagit à toute réaction de Donald Trump, de son administration, etc. Et je dois avouer qu'il nous a gâtés. Oui, ça pour le coup. Il nous a bien gâtés sur ce premier trimestre et le début du deuxième trimestre. Et donc, on a ce sentiment renforcé d'incertitude pour plusieurs facteurs. Un, on a quand même des marchés qui étaient assez hauts jusqu'au jour de la libération, le fameux jour de la libération de Donald Trump, le 2 avril. Pardon. Et puis, des marchés actions européens qui avaient quand même pas mal repris. Donc, finalement, on les trouvait quand même assez chers. Des marchés actions US qui avaient laissé quelques plumes au passage, mais pas tant que ça. Oui. Et donc, arrive le 2 avril. Et là, le 2 avril, c'est la débandade. C'est-à-dire que là, les marchés actions US s'enfoncent un peu. On enfonce même les moins 20 sur le S&P temporairement et sur le Nasdaq, ce qui caractérise un bear market, à proprement parler. Et puis, les 5-7% glanés en positif sur les marchés européens sont sensiblement effacés, on repasse en négatif. Et là, il y a un petit vent de panique qui souffle, à ce moment-là, sur les investisseurs, les observateurs, et arrive le 9 avril. Bien sûr. Voilà, donc c'est-à-dire juste une semaine plus tard, où on rétropédale, on ne sait pas si les droits de douane vont être appliqués, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand, bref, on ne sait rien du tout. Oui, c'est ça. On sait juste qu'on ne sait pas. Exactement, oui. Mais, et qu'il faut naviguer dans un environnement où on ne sait pas. Mais au fond, la seule différence, c'est que maintenant, on sait qu'on ne sait pas. Mais enfin, en janvier, on ne savait pas non plus. Oui, c'est vrai. Oui, mais on pensait qu'on savait. C'est la différence. Alors maintenant, c'est sûr, on sait qu'on ne sait pas. Et ça peut nous amener jusqu'aux élections de midterm aux États-Unis, probablement, quoi. Et alors justement, quand on est professionnel des sujets allocation, investissement, qu'est-ce qu'on peut faire dans le contexte actuel maintenant qu'on sait qu'on ne sait pas? Alors maintenant qu'on sait qu'on ne sait pas, d'abord, est-ce que j'ai le temps de revenir un peu sur le mois d'avril? Bien sûr, très rapidement. Très rapidement. Le mois d'avril, en fait, il a servi un peu à rien. C'est-à-dire qu'on a eu, encore une fois, une grosse baisse sur l'essentiel des marchés actions, beaucoup de mouvements également sur les marchés de taux, et puis des muets. Celui qui s'est endormi pendant un mois, finalement, il ne s'est passé pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on est revenu à peu près au niveau hanté, jour de la libération, avec des Européens relativement positifs et un petit peu de baisse sur les marchés actions US, mais guère différents. Donc la question c'est, est-ce que ce mois d'avril est un avertissement
Où est-ce qu'au fond, le plus gros est passé? Très sincèrement, personne ne sait. Donc l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir une prudence active. Et j'aime bien, voilà, parce que c'est pas de tout miser sur le risque, parce qu'on se dit, au fond, ça y est, c'est passé, on peut revenir. C'est pas de se dire que le pire est derrière nous ou devant nous. C'est précisément d'aborder cela avec sérénité et réflexion, en disant, il y a des secteurs qui ont été massacrés, par exemple l'auto, ou la tech, d'autres s'en sortent mieux, le bancaire. Et donc, c'est de faire un peu le tri là-dedans dans une allocation qui serait relativement équilibrée. Justement, l'allocation, l'allocation rapidement, c'est 40-50% en fonds sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du monétaire si vous êtes sur des comptes titres, ou le compte espèce sur un PEA. Ça veut dire si vous deviez investir aujourd'hui, j'entends. Oui, si vous avez 100 000 euros aujourd'hui à investir, voilà ce qu'on conseillerait. Globalement, tout dépend évidemment de l'horizon d'investissement. Et puis, ou fonds euros, si vous êtes sur un contrat d'assurance vie, encore pas mal de bonus fonds euros, il ne faut pas hésiter à en profiter, chez Cardiff, chez Salentia, chez d'autres. Et puis après, on a 50 à 60% qui peuvent être alloués sur des fonds, unités de compte, sur des fonds avec un risque en capital. Là, très clairement, on peut avoir 20% sur des fonds prudents obligataires, type DNC Invest Alpha Bonds, qui fait plutôt bien le job et qui a bien fait le job en 2022, donc c'est aussi une référence par rapport à une période compliquée, ou Carmignac Flexible Bond, ou Carmignac Sécurité, par exemple, qui ont moins bien fonctionné sur la période 2022, mais là, ça a l'air d'avoir été un peu mieux géré pour l'instant. 20% sur des fonds de performance absolue. Là, on peut retrouver Eleva Absolute Return ou BDL Rempart. BDL Rempart, part de risque beaucoup plus importante, mais potentiellement un gain plus attrayant aussi. Et puis, le reste, fonds Action Internationale Blend, voire un petit peu d'Europe. On peut retrouver les blockbusters type Carmignac Investissement comme Gesmont, qui sont très différents dans leurs allocations, donc très complémentaires. Éventuellement une thématique sur la santé qui n'est pas très très bonne depuis le début de l'année, donc on peut espérer un regain sur l'année 2025 ou sur le trimestre peut-être. Et puis, pourquoi pas, un fonds européen comme JP Morgan, Euroland Dynamic, qui fonctionne extrêmement bien, qui a même été relativement positif, y compris au mois d'avril. Merci Géraldine Métifeux. Je rappelle que vous êtes associée gérante et conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Merci à vous également de nous avoir suivis et à très vite sur Be Smart for Change.